À Lyon, dans une cuisine bouchon, à 5 heures du matin, il fait froid. Ce n'est pas la douceur beurrée et vanillée des pâtisseries, c'est une fraîcheur métallique imprégnée dans les murs de pierre du vieux Lyon, mêlée à l'odeur du vin aigre et des oignons vinaigrés de la veille. Mes mains me font mal alors que je frotte dans l'eau glacée un énorme chaudron de graton qui date de la veille. Entre mes ongles, il y a une couche de graisse tenace qui ne sied pas à un pâtissier. Mes mains ont été créées pour presser la crème fouettée, saupoudrer délicatement les macarons de sucre glace, tempérer le chocolat. Mais maintenant, dans l'empire de mon beau-père, je ne suis qu'une simple plongeuse au bas de l'échelle. Ah, avant de commencer, je me demande où vous vous trouvez en ce moment, dans quel état d'esprit vous êtes. Peut-être êtes-vous, comme moi, à un tournant de votre vie, peut-être vous sentez-vous coincé face à une injustice. Si c'est le cas, cette histoire est pour vous. Si vous aimez les histoires où la justice finit par triompher de la manière la plus inattendue, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette petite cloche, car mon histoire est celle de la patience, du silence et d'une vengeance tissée avec une détermination glaciale. Je m'appelle Manon, et j'étais l'esclave de la famille de mon mari, officiellement disparue depuis 3 ans. Tout a commencé il y a 3 ans. Mon mari, Luc, Luc, il était l'étoile montante de Lyon. Grâce à lui, le Bouchon Durand, l'établissement de mon beau-père, était passé d'un simple restaurant de saucisses de porc à une destination faisant la couverture des magazines gastronomiques. Luc était innovant, charismatique et il m'aimait. Du moins, c'est ce que je croyais. J'étais sa petite pâtissière. Il m'avait permis de confectionner mes propres desserts dans un petit coin du restaurant. Mais Luc n'était pas comme son père. Son père, Monsieur Durand, aimait l'argent et la réputation plus que tout. Luc, lui, était en quête d'aventure. Il y a 3 ans, il a eu l'idée d'un circuit gastronomique. Il faut qu'on aille en Asie, Manon. Il faut qu'on ramène ses saveurs, ses épices à Lyon. Monsieur Durand avait détesté cette idée. C'est absurde, nos fournisseurs de Marseille nous suffisent. Pourquoi l'Asie? C'est jeter l'argent par les fenêtres. Je me souviens encore de cette terrible dispute entre eux. Monsieur Durand m'avait accusé. Ce sont toujours tes idées. Tu as tourné la tête à mon fils. Depuis qu'il a épousé une apprentie boulangère comme toi, il a tourné le dos à l'entreprise familiale. Je n'étais pas seulement une apprentie, j'étais un pâtissier qualifié. Mais à ses yeux, j'étais un parasite qui cherchait à s'approprier l'héritage des Durand. Luc est parti, tout seul. Il m'avait dit à l'aéroport: Je vais d'abord aller établir des contacts, mon amour. Je reviendrai dans 2 mois, puis nous partirons ensemble. 2 mois, puis 6 mois, puis un an. Notre dernier appel téléphonique a eu lieu depuis la Thaïlande, sur une ligne intermittente. Il y a quelque chose qui cloche ici, Manon. Ces associés dont mon père n'a parlé, puis le silence. Luc a officiellement disparu. Quelque part en Asie, cela a été enregistré comme un accident malheureux, ou peut-être une fuite. Pour Monsieur Durand, c'était une fuite et une irresponsabilité, et j'en étais responsable. Au bout de 3 mois depuis la disparition de Luc, Monsieur Durand m'a convoqué dans son bureau. Cette pièce lugubre qui surplombait le restaurant, imprégnée de l'odeur du cigare. Il a poussé une pile de papier devant moi. Marie, vous voyez les dettes que mon fils vous a laissées. Il vous a cédé une partie des parts du restaurant. Quelle irresponsabilité. Mais ces parts ne sont plus des titres de créance. Soit vous payez ces dettes, soit vous payez la dette de votre mari en travaillant ici, selon mes règles. J'avais peur. J'avais 24 ans. Je n'avais personne à Lyon. Et je pensais que les parts de mon mari étaient endettées. Je travaillerai, je murmurais. Bien sûr que tu travailleras, et tu ne feras pas de pâtisserie avec tes délicates mains. Tu commenceras dans la cave, à éplucher des pommes de terre, jusqu'à ce que tu aies payé le prix de l'absence de mon fils. 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai payé ce prix. Chaque matin, je me levais à 5 heures. Je descendais dans la cave glacée du restaurant et je préparais les pommes de terre et les oignons pour les quenelles. Je passais la serpillière, je nettoyais les tonneaux de vin et je frottais ces énormes marmites graisseuses. Le personnel du restaurant, ils me regardaient avec pitié. Certains étaient des anciens amis, mais ils avaient tellement peur de Monsieur Durand que personne n'osait m'aider. J'étais la veuve endeuillée mais purifiable de l'héritier disparu. J'étais un fantôme que le patron autorisait à humilier, que tout le monde pouvait réprimander devant tout le monde. Est-ce que je pleurais? Non, j'avais dépassé ce stade depuis longtemps. 3 ans d'humiliation systématique, ça brise l'homme ou ça le rend plus fort. J'étais devenue insensible. Ce matin-là aussi, l'eau froide gelait mes articulations fissurées.
En frottant la marmite, j'entendais les cris du chef cuisinier. C'était un jour important. Monsieur Durand allait recevoir ses invités spéciaux venus de Marseille, les meilleurs clients du restaurant. Tous étaient en costume, l'air sévère. Quand ils arrivaient, je n'avais jamais le droit de me montrer à l'étage. Une fois mon travail terminé, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier sale. Il était 8 heures. En me rendant au vestiaire du personnel, je devais passer devant le bureau de mon beau-père. La porte était entr'ouverte. Et je l'ai entendu. Il parlait au téléphone de sa voix dégoûtante et collante. Bien sûr, j'ai dit que l'argent serait prêt ce soir. Oui, oui, la fête des Lumières est toujours un bon prétexte. Nos amis de Marseille seront ravis. Non, ne t'inquiète pas pour la mariée, cette petite idiote. Elle ne pense qu'aux pommes de terre dans la cave. De toute façon, je vais bientôt me débarrasser d'elle. Luc doit signer un dernier document pour l'héritage. Je suis restée figée. Je ai retenu mon souffle dans l'ombre du couloir. L'héritage de Luc. Que voulait-il de moi? Quelle signature? En reculant, mon pied heurta une planche grinçante. La porte du bureau s'ouvrit grande. Monsieur Durand se tenait devant moi, imposant de toute sa masse. Il plissa les yeux. Qu'as-tu entendu, petite souris? Siffla-t-il. Mon cœur battait à tout rompre. Je déglutis. Rien, rien, monsieur. Juste, mon service est terminé. Je m'en allais. Il fixa son regard sur moi. À ce moment-là, je savais qu'il n'avait aucune pitié pour moi. À ce moment-là, je savais qu'il me haïssait. Mais à ce moment-là, je sentais qu'il avait aussi un peu peur de moi. Pourquoi? Dégage de ma vue, dit-il. Et n'oublie pas, il y a un service spécial ce soir. Ne te montre pas, reste au sous-sol. Je m'éloignai en tremblant. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. La morosité que je ressentais depuis 3 ans avait laissé la place à autre chose. Ce n'était pas de langueur, c'était de la peur. Mais sous cette peur, il y allait un courant glacial et aigu que je n'avais jamais éprouvé auparavant. La curiosité. Et cette curiosité était mon instinct de survie. Cette nuit-là, je ne resterai pas dans la cave. L'ordre « reste dans la cave » qui résonne dans le couloir, résonnait dans mes oreilles comme un sceau. En m'éloignant de là, je ne pouvais m'empêcher de trembler. Mais ce n'était plus à cause du froid. C'était de la terreur pure et simple. Une dernière signature pour l'héritage de Luc. Nos amis à Marseille, la fête des Lumières. Ces mots étaient comme des coups de marteau qui brisaient la couche de glace épaisse de la torpeur dans laquelle je vivais jusqu'à présent. J'étais figée dans le chagrin depuis 3 ans. Mais je sentais maintenant un courant se former sous la glace. J'avais senti que M. Durand avait peur de moi. Pourquoi? Parce que j'avais entendu quelque chose et qu'elle savait j'avais entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre. En montant les escaliers qui menaient à ma petite chambre de bonne, située en les combles de l'ancien bâtiment qui donnait sur la Saône, juste derrière le restaurant, j'avais le souffle coupé. Ce n'était pas l'appartement lumineux dont nous vivions avec Luc. C'était un refuge que la famille Durand m'avait accordé, une boîte, au plafond bas, aux murs teintés par l'humidité hivernale de Lyon. Quand j'ai inséré la clé dans la serrure pour ouvrir la vieille porte en bois, j'ai remarqué qu'elle était déjà ouverte. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. La pièce était dans l'obscurité totale. Seule la lumière du pont sur le fleuve filtrait à l'intérieur. Et dans cette lumière, j'ai aperçu une silhouette mince, standing devant la fenêtre. Elle tenait une cigarette à la main. Tu devrais apprendre à fermer la porte à clé, Manon, dit-il d'une voix familière et moqueuse. Surtout dans ce nid de vipères. Isabelle, la sœur rebelle de Luc, le mouton noir de la famille. Il y a 5 ans, après une terrible dispute avec son père, elle avait quitté la maison en déclarant « Je préfère mourir de faim sur un trottoir à Paris plutôt que de vivre dans l'empire que vous avez bâti avec cet argent sale. » Avec ses cheveux noirs coupés courts, sa veste en cuir usé et son regard dur derrière la fumée de cigarette, elle n'avait pas sa place dans le monde traditionnel et bourgeois du Le Bouchon Durand. Elle incarnait la réalité que la famille refusait d'admettre. « Isabelle, que, que fais-tu ici ? Si ton père te voit… » Elle eut un petit rire sec. « Mon père ? Ce porc. La dernière fois qu'il m'a vue, il a appelé la police. Non, je suis pas ici pour lui. Je suis ici pour toi, belle-sœur. » Il ne m'avait jamais appelé ainsi. Même lorsque Luc était encore en vie, nous n'avions jamais été proches. Pour lui, j'étais la petite pâtissière ennuyeuse et respectueuse des règles qui avait détourné l'esprit de son frère. « Que veux-tu » demandai-je, incapable de dissimuler le tremblement dans ma voix. Elle s'est laissée tomber sur la seule chaise de la pièce, celle qui se trouvait en face de mon lit. Elle a tiré une autre bouffée de sa cigarette et a soufflé la fumée vers le plafond. « C'est le 3e anniversaire de la disparition de Luc, » dit-il d'un ton soudainement grave. « Et le fait que mon père soit toujours en vie me rend malade. »
Pourquoi es-tu venu maintenant ? J'ai eu des nouvelles d'un ami, dit-il en plissant les yeux. J'ai appris que mon père avait développé ses affaires avec ses distributeurs à Marseille, et j'ai appris que tu étais toujours ici, sous sa coupe. Il se leva et se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Il ne me laissait pas de place dans cette petite pièce. Je sais comment il te traite, Manon. Je sais comment il t'écrase comme un insecte depuis le départ de Luc. Pourquoi es-tu toujours là ? Pourquoi ne t'es-tu pas enfui ? M'enfuir ? Murmurai-je. Où ça ? Il m'a dit que Luc avait laissé des dettes, que les parts du restaurant n'avaient aucune valeur. Isabelle s'arrêta. Son visage se crispa, incrédule. Puis, elle éclata d'un rire beaucoup plus fort que le précédent. Ce n'était pas un rire drôle, mais un rire hystérique, plein de douleur. Des dettes ? Il t'a parlé de dettes ? Elle me regarda dans les yeux. Manon, les parts de Luc représentent la moitié de ce restaurant. Et sans les amis marseillais de mon père, ces parts représenteraient l'un des biens immobiliers les plus précieux de Lyon. Il t'a menti. Il t'a menti pour te garder ici comme une esclave pendant 3 ans. Ce que j'entendais, associé aux bribes de conversation que j'avais entendues dans la cuisine, cela me donna l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Isabelle m'a pris par les épaules. Elle va t'écraser comme un rat, tu le sais, n'est-ce pas ? D'après ce que j'ai entendu, il veut que tu signes un dernier document, pour que tu renonces à ton héritage, n'est-ce pas ? Dès que tu auras signé, Manon, ce sera fini pour toi. Il te mettra à la porte de cette chambre et tu ne pourras plus jamais remettre les pieds à Lyon. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. La peur qui s'était accumulée en moi pendant 3 ans était maintenant mêlée à la honte. Comment avais-je pu être aussi aveugle ? Arrête de pleurer, dit-il d'un ton sec. Pleurer, ce n'est pas dans nos habitudes. Luc ne pleurait pas. Il se battait. Mais il n'est pas là, m'écriai-je. Peut-être qu'il est là, dit-il d'un ton soudainement grave. Peut-être qu'il nous a laissé quelque chose. Comme quoi ? Luc n'était pas stupide. Il était stratégique. Il connaissait mon père. Il savait à quel point il pouvait être dangereux. Il avait forcément un plan B. Où sont ses affaires ? J'ai désigné la petite armoire accrochée au mur. Elle contenait 3 vêtements à moi et tout en bas, la vieille sacoche en cuir que Luc utilisait avant de partir en Asie. Isabelle a attrapé le sac et l'a vidé sur le lit. Quelques vieux brouillons de menus, 1 ou 2 cartes de Lyon, et Or prit un petit carnet noir couvert de cuir. Il n'y avait rien écrit dessus. « Qu'est-ce que c'est ? Demanda Isabelle. C'était son livre de recettes, répondis-je. Il y notait les recettes de sa maman, ses propres essais. Il le gardait depuis l'école de gastronomie. Isabelle ouvrit le carnet. Les premières pages étaient normales. Pâté en croûte, tarte à thym, l'écriture de Luc. Mais ensuite, au fil des pages, quelque chose commença à devenir étrange. Isabelle s'arrêta sur une page. Qu'est-ce que c'est que ça ? Approvisionnement en bouillabaisse à la marseillaise. Elle se mit à lire à haute voix. Ingrédients, 500 kilos de rouget. Délai d'attente, fête des Lumières. Délivrance, vieux port. Je fronçai les sourcils. Cette recette est fausse, dis-je. 500 kilos de poisson pour une bouillabaisse et une délivrance, ce n'est pas une recette de restaurant, c'est... Isabelle tourna la page suivante. Commande d'andouillettes à la lyonnaise. Lot 1, 50 kilos de boudin. Délai de refroidissement, 3 jours. Paiement avant la fête. Je lui ai pris le cahier des mains. J'ai commencé à tourner rapidement les pages. Mon cerveau de pâtissier comprit immédiatement la différence. Les unités de mesure des recettes n'étaient pas kilogrammes et grammes, mais kilos et lots. Les ingrédients n'étaient pas farine ou sucre, mais simplement des poissons en provenance de Marseille, des saucisses ou même des paquets codés savon de Marseille. Et à côté de chacun, il y avait des symboles euros et des chiffres à 6 chiffres. 50, 500, mon Dieu, murmurai-je. Isabelle regardait le cahier par-dessus mon épaule. Son visage était livide. Manon, ce n'est pas un livre de recettes. Elle t'y regarda. Pour la première fois depuis 3 ans, mes yeux reflétaient autre chose que la peur. Non, répondis-je d'une voix glacée et déterminée. C'est un livre de comptes, et je pense que mon mari a noté en détail comment il blanchissait l'argent sale de son père grâce au restaurant. L'atmosphère de la pièce était glaciale. Les lumières du pont sur la Saône éclairaient l'expression de choc sur le visage d'Isabelle. Elle cracha la fumée qu'elle venait d'aspirer de sa cigarette, qu'elle avait oubliée dans ses poumons. « Un livre de contes » sifflote-t-elle. « C'est de la maladie. Mon père, ce vieux porc se prend pour le roi de Lyon. » Je tenais le livre dans mes mains, ce petit livre noir bandé de cuir. Cet objet innocent dans lequel je pensais que Luc avait caché ses recettes, à présent il pesait dans ma main comme une bombe, plus lourd et plus dangereux encore.
Isabelle se mit à faire les 100 pas dans la pièce, ses bottes usées glissant sur le parquet. Ça suffit. C'est fini. On va l'arrêter. On va aller voir la police, tout de suite. Avec ce carnet, ils mettront en prison pour le reste de sa vie. Elle tendit la main vers le cahier. Je reculai. Non. Ma voix résonna dans la petite chambre de bonne humide. Elle ne tremblait pas. Elle n'avait pas peur. Elle était juste froide. Isabelle s'arrêta. Elle me regarda avec étonnement. Elle était la fille rebelle et forte de la famille. Moi, j'étais toujours Manon, la fille ennuyeuse et docile. Pour elle, j'étais le petit oiseau apprivoisé par son frère. Mais ce petit oiseau, apparemment, était gelé. « Comment ça, non ?» dit-elle d'un ton sec. « Manon, c'est une preuve que nous avons entre les mains. Ces types à Marseille, ce ne sont pas des marchands de pois, ce sont les restants de la brise de mer. C'est une organisation criminelle. Mon père fait des affaires avec eux. Cela signifie sa fin. » Non, répétai-je plus clairement, cela signifierait notre fin. Je parlais sans lever les yeux de mon cahier. En tant que pâtissier, j'avais appris une chose. Pour faire un millefeuille parfait, il ne fallait pas se presser. Le beurre devait être froid, la pâte devait reposer, chaque lerge devait être posé avec plus de délicatesse que la précédente. Ce qu'Isabelle voulait, c'était mettre le four à la température maximum et tout brûler. Ce que je voulais, c'était construire les couches, lentement, patiemment. « Que se passerait-il si nous allions voir la police, Isabelle ?» lui demandai-je enfin, en la regardant. « La police de Lyon. Dans cette ville où mon père mange chaque semaine des andouillettes à la même table que le maire et le commissaire, ce carnet disparaîtrait avant même que nous ayons quitté le commissariat. Ou pire encore, le visage d'Isabelle changea. Elle avait compris. Ou pire encore, ses amis marseillais apprendraient l'existence de 2 femmes qui tentent de révéler les secrets inavouables de leur père. Nous ne pourrions même pas être témoins. Nous serions juste un malheureux accident, comme Luc. « Luc, » murmura Isabelle. Son attitude rebelle était là ébranlée dans cet instant. « Tu penses que c'est mon père qui l'a fait tuer ?» Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais je sais une chose. Luc a préparé ce cahier avant de partir en Asie. Il a laissé ce cahier pour que je le trouve. Il savait qui était son père. Et il nous a laissé un message. Soyez prudents. Dans cette pièce se tenait le fantôme de l'homme que je pleurais depuis 3 ans, mon mari. Mais je ne versais plus de larmes pour lui. Je ne ressentais plus de chagrin. Je ne sais pas si c'était ce que les experts en analyse appellent la colère froide, mais ce que je ressentais allait bien au-delà de la colère. C'était une lucidité. Une lucidité glaciale, tranchante, concentrée. Que m'avait dit Monsieur Durand ? Cette petite idiote, elle ne pense qu'aux pommes de terre dans la cave. C'était tout ce qu'il attendait de moi depuis 3 ans. Que je souffre, que je me taise et que j'épluche des pommes de terre. Il me méprisait tellement qu'il n'avait même pas pensé que je pouvais entendre leur conversation dans le couloir. Il me considérait comme tellement insignifiant qu'il n'avait pas imaginé que Luc pouvait le trahir et que je pouvais découvrir cette trahison. Il m'avait attribué un rôle. Petite souris stupide. Très bien, je serais donc une souris. Mais une souris qui rongeait silencieusement les murs, qui entendait tout et qui sapait les fondations. « Alors, quel est ton plan, petite pâtissière ?» demanda Isabelle, avec plus de curiosité que de moquerie dans la voix. Je me dirigeai vers ma table. Je plaçai le cahier non pas à côté du seul objet de valeur que je cachais parmi les vieux sacs de farine, un médaillon en argent qui avait appartenu à ma mère, mais en dessous, à l'endroit le plus visible. Personne ne volerait le cahier de recettes d'un pâtissier. « Le plan est simple, dis-je. Nous nous donnerons ce qu'il veut. » Je ne comprends pas. Tu vas renoncer ? Non. Nous allons lui donner l'impression que je suis prête à signer. Monsieur Durand veut cette signature avant la fête des Lumières, n'est-ce pas ? Parce que ses amis marseillais veulent leur argent et que ton père n'a pas les moyens de garantir la totalité du restaurant sans mes parts, l'héritage de Luc. Il est coincé, Isabelle, et les hommes coincés font des erreurs. Quelle erreur ? Il va me faire confiance, dis-je. Ou plutôt, il va faire confiance à ma stupidité. Il va devoir me rencontrer quelque part pour obtenir cette signature. Seule. Isabelle sourit. Et nous enregistrerons cette rencontre. Nous ne ferons pas que l'enregistrer, dis-je. Nous préparerons tout. Ce cahier, c'est un début, mais ce n'est pas suffisant. Ce sont des chiffres codés. Nous avons besoin de virements réels, de relevés bancaires réels. Nous avons besoin de preuves tangibles qui démontrent que cette bouillabaisse marseillaise n'est pas seulement une soupe de poisson. « Le bureau de mon père, dit Isabelle. Nous devons ouvrir ce coffre-fort.
Non, répétai-je. Règle numéro 2 en pâtisserie. Ne jamais ouvrir le four avant l'heure. Entrer dans le bureau serait stupide. Nous devons y installer une caméra. Mais avant cela, nous avons besoin d'un avocat. On ne va pas voir la police, mais en avocat? Pas à Nyon. À Paris. Quelqu'un de ton entourage. Quelqu'un que mon père ne peut pas acheter, qui n'a pas peur de ces types de Marseille. Un spécialiste des délits financiers. On lui enverra une copie de ce cahier. Il nous dira quoi chercher. Isabelle hésita un instant. Elle jeta sa cigarette par la fenêtre dans l'obscurité du fleuve. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle. Je me tournai vers elle. Pour la première fois depuis 3 ans, j'eus l'impression d'être vraiment présent dans cette pièce. Je n'étais plus un fantôme. Moi, dis-je, je me leverai demain matin à 5h45. J'enfilerai mon uniforme, j'attacherai mes cheveux en un chignon sale, et à 5h du matin, alors que le personnel de cuisine n'avait encore pas ouvert les yeux, je prendrai ma place au sous-sol. Des pommes de terre. Règle numéro 3 en pâtisserie. La précision prime sur la vitesse. Si vos mains tremblent lorsque vous pressez un macaron, tout le plateau est gâché. Ce matin-là, pendant que j'épluchais les pommes de terre, mes mains fonctionnaient comme une machine. Elles ne tremblaient pas. Chaque peau, identique à la précédente, fine comme du papier, tombait. Le commis du restaurant, le jeune Antoine, s'est arrêté quand il m'a vu. Tout le monde avait entendu la réprimande que mon beau-père m'avait infligée la veille. Il s'attendait probablement que je ne vienne pas travailler aujourd'hui, que je m'enferme dans ma chambre en pleurant. Je l'ai regardé, pas dans les yeux, mais une seule tache sur son épaule. J'ai hoché la tête avec un semblant de sourire et je me suis remise au travail. Je lui ai donné ce qu'il voulait voir, une femme brisée. Toute la matinée, dans la cave, en découpant les filets de poisson pour les quenelles, je mis en place le reste du plan, les dernières couches de cette pâte millefeuille. Monsieur Durand devait me faire confiance, ou plutôt faire confiance à ma stupidité. Isabelle mettrait du temps à trouver un avocat, et ses amis marseillais étaient impatients. Si mon beau-père n'obtenait pas cette signature avant la fête des Lumières, c'était lui qui était en danger. Il était presque midi, l'heure du service, le moment le plus chaotique. Les serveurs criaient « Encore une andouillette, table 7 !» Les assiettes s'empilaient devant le chef. Et le moment idéal pour se rendre à son bureau. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier sale, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour me nettoyer, mais délibérément pour imprégner mes mains de cette odeur aigre de poisson. Je suis sortie de la cave, je me suis dirigée au travers du chaos du cuisine, sachant que personne ne ferait attention à moi, je me suis dirigée vers la porte de ce fameux bureau qui sentait le cigare. Je me suis arrêtée. Mon cœur? Non, c'était un bloc de glace. Mais mon estomac se nouait. Ce n'était pas de la peur. C'était cette sensation que l'on a avant d'entrer en scène. Je n'ai pas frappé à la porte. Je l'ai entr'ouverte en grinçant, comme si j'étais venue là par erreur. Il était à l'intérieur, assis à son bureau, devant les factures du jour. En me voyant, son visage s'est assombri comme le ciel d'hiver de Lyon. « Que je t'avais dit, petite souris !» rugit-il. « Je t'ai dit de ne pas te montrer. » Et c'est parti. J'ai pris ce moment que les experts en analyse appellent l'humiliation et je l'ai transformé en une arme. Je me suis immédiatement mise en retrait, comme un animal acculé dans un coin qui tente de s'enfuir. J'ai joint les mains devant moi et j'ai commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs bruyants, c'étaient les sanglots désespérés que je retenais depuis 3 ans. Mes épaules tremblaient. « Monsieur Durand, pardon, s'il vous plaît », je balbutiais. Il était surpris. Sa colère avait laissé place à une curiosité hautaine. Il se demandait pourquoi un insecte comme moi était revenu dans son antre après avoir été réprimandé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit-il, d'une voix encore toujours si dure. « Que voulez-vous » Je détournai les yeux, regardant le tapis coûteux au sol. Hier, dans le couloir, je vous ai entendu. Signature, héritage. Il se leva. Son ombre gigantesque tomba sur moi. Il n'avait plus peur de moi. Maintenant, comme il le souhaitait, il me détestait. « Oui, » dit-il. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne veux juste que ça s'arrête, » murmurai-je. Des larmes coulaient sur mes chus. « Les dettes de Luc, je n'en peux plus. S'il vous plaît, je signerai tout ce qu'il faudra. » Il s'arrêta. J'observais ce moment, ce bref silence, comme on observe un soufflet monter dans le four. Avait-il mordu à l'hameçon ? Il éclata d'un rire sec,
dégoûtant, semblable à la fumée d'un cigare. Ah, voilà, dit-il. Enfin, enfin ton petit cerveau de pâtissière se met à fonctionner. Les dettes, oui, oui, de très grosses dettes. Tu es intelligente. Mieux vaut être lâche que stupide. Il retournait à son bureau et s'assit sur sa chaise. Je ne représentais plus une menace. Je n'étais plus qu'une fastidieuse paperasse à régler. Fête des Lumières, dit-il en regardant un calendrier. Le soir du festival, après le service. Le soir où tes amis marseillais seront là. Nous ferons la fête. Tu viendras dans mon bureau. Mon avocat sera là. Tu signeras et tu quitteras Lyon. C'est compris? Oui, murmurai-je toujours en pleurs. Oui, monsieur. Merci. Maintenant disparais, dit-il en agitant sa main. Et ne montre pas ta tête dans la cuisine, tu me coupes l'appétit. Je suis retournée dans le couloir. J'ai fermé doucement la porte de son bureau derrière moi. Et mes larmes se sont figées dès que j'ai entendu la porte se fermer. La moiteur sur ma joue s'est transformée en une couche glacée. Ce fut peut-être la performance la plus difficile de ma vie. Jouer un rôle. Parfois, c'est un rôle que vous devez jouer pour survivre. Vous est-il déjà arrivé de devoir porter un masque complètement opposé à votre personnalité pour cacher la vérité? Dans ces moments-là, comment avez-vous réussi à garder cette voix glaciale en vous? Je suis vraiment curieux de connaître vos expériences, car ma performance ne faisait que commencer. Il avait donné la date et l'heure. Il avait ouvert la porte du piège de ses propres mains. Il ne me restait plus qu'à me rendre dans ce bureau avant la fête des Lumières, à trouver les preuves tangibles demandées par l'avocat d'Isabelle, et le soir venu, à m'assurer que le stylo avec lequel je signerais n'écrirait pas seulement de l'encre, mais aussi la justice. Dès le jour où j'ai commencé à jouer mon rôle, le monde se divisait en deux. Le premier monde était la cuisine brillante du bouchon Durand, le grésillement des oignons, le cliquetis des assiettes et les rugissements de Monsieur Durand qui ne prêtait plus la moindre attention à moi, qui jouais le rôle arrogant de la mariée brisée. Pour moi, c'était un camouflage parfait. Il croyait tellement à ma fragilité et à ma stupidité qu'il ne me voyait même plus. J'étais un fantôme dans cette cuisine, une ombre qui épluchait les pommes de terre, nettoyait le sol et se faisait bousculer en silence. Et les ombres voient tout. Le deuxième monde était celui qui se révélait la nuit, dans cette petite chambre de bonne, une clarté glaciale. Les jours qui suivirent cette promesse signée s'écoulèrent comme une meringue qui sèche lentement au four à basse température. Vu de l'extérieur, il ne se passait rien, mais à l'intérieur, la structure se durcissait, se cristallisait. Il restait 4 jours avant la fête des Lumières. La ville de Lyon se préparait pour les petites bougies placées aux fenêtres et les immenses installations lumineuses projetées sur la colline de Fourvière. Il y avait une ambiance de fête dans la ville, mais dans notre bouchon, l'ambiance était pesante. Ces amis marseillais ne venaient plus seulement le soir, ils étaient là aussi pendant la journée, assis à la meilleure table du restaurant, buvant, non pas du vin, mais des cafés serrés, chuchotant avec Monsieur Durand. Tant qu'ils étaient là, la porte du bureau de mon père restait fermée à clé. Le troisième jour, Isabelle est revenue. Je l'ai trouvée dans cette cave glaciale où étaient entreposés les sacs de pommes de terre. Je ne savais pas comment elle était entrée là, mais elle était là, accroupie sur un sac, à m'attendre. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient de l'énergie qu'elle avait puisée dans le cabinet d'un avocat parisien. Alors, ai-je murmuré en fermant la porte derrière moi. Maître Dubois, dit-elle en utilisant le nom de l'avocat parisien, c'est un vrai requin, et il a senti l'odeur du sang de mon père. Il a vu le carnet? Il a vu les photos et nous avions raison, Manon. Isabelle se leva. Ce ne sont pas seulement du blanchiment d'argent. Dubois a dit qu'une opération de cette ampleur ne se limitait pas aux fraudes fiscales des restaurants. C'est la brise de mer elle-même. Tout ce qui entre à Lyon, les drogues, les armes, passe par le restaurant de mon père. Cette bouillabaisse à la Marseillaise, Dubois pense que chaque cargaison contient un demi-million d'euros de cocaïne. Ce que j'entendais me donnait la nausée. Luc était-il au courant? Isabelle haussa les épaules. Dubois pense que Luc a soit rassemblé des preuves pour arrêter son père, soit essayé de prendre sa part du gâteau. Mais comme il a disparu en Asie, je pense que la première option est la plus probable. Mon père a dû se rendre compte que son fils le trahissait. Que veut l'avocat maintenant? Demandai-je, incapable de dissimuler l'urgence dans ma voix. C'est là le problème, répondait Isabelle en sortant un petit bout de papier plié dans sa poche. Le carnet est formidable, il montre ses intentions, mais ça ne prouve pas le crime, ce sont les notes de Luc. Il nous faut quelque chose qui prouve que ton père est coupable. Nous devons établir un lien entre les codes dans le carnet de Luc et les comptes bancaires de ton père. Comment ça, dis-je. Dubois dit qu'il faut regarder le compte correspondant au code Savon de Marseille, probablement une société écran. Des vrais relevés de bancaire, des ordres de virement ou un contrat signé avec ses amis marseillais. N'importe quoi. Sans ça, nous n'avons que les notes codées d'un homme mort, et ta parole, celle d'une femme brisée.
Donc, dis-je, prenant la conscience de la dure réalité, nous devons entrer dans le bureau. Nous devons ouvrir ce coffre-fort. Isabelle sourit amèrement. Voilà le cerveau du pâtissier. Oui, nous devons ouvrir ce coffre-fort. Dubois a dit qu'un seul document dans ce coffre-fort suffirait à envoyer mon père en prison pour 20 ans. Le soir de la fête des Lumières, dis-je, quand il m'a appelé pour cette signature, trop tard, dit-elle. Ce soir-là, ses amis seront là aussi. Deux gorilles attendront à la porte du bureau. Dès que tu auras signé Manon, tu perdras tous tes droits sur l'héritage de Luc et tu ne pourras plus rien faire légalement. Tu ne dois pas signer. J'en ai eu le coupé sur là. J'avais tombé dans le piège. Je l'avais manipulé, mais maintenant il avait vu clair en mon jeu. Demain, dis-je. Ma décision était prise. Demain, nous devons entrer dans ce bureau. Comment ai-je demandé Isabelle en fronçant les sourcils. Cet homme est assis sur son bureau comme un dragon. La règle numéro 4, en pâtisserie. Le timing est essentiel. Un soufflet parfait sort de Louffin une minute trop tôt, il s'affaisse. Une minute trop tard, il sèche. Monsieur Durand doit avoir aussi un timing, un moment de faiblesse. Tous les midis, dis-je en réfléchissant. À 2 heures pile. À la fin du service du midi, les Marseillais sont partis. Le service du soir n'a pas encore commencé. Et lui, il vérifie sa caisse. Il compte les recettes de la journée. À ce moment-là, il est seul. Sa porte est fermée à clé. Mais nous n'allons pas rien prendre à l'intérieur, dis-je en sentant le danger qui accompagnait l'idée qui venait de me traverser l'esprit. Nous allons lui laisser quelque chose. Isabelle fronça les sourcils. Dubois, cet avocat requin. Il nous a donné quelque chose pour ouvrir le coffre-fort? Isabelle sourit amèrement. C'est un sourire froid et dangereux. Elle sortit de la poche intérieure de sa veste de cuir un appareil noir fin, plus petit qu'une carte de crédit. Je ne sais pas ce que c'est, mais Dubois a dit « Ne le mettez pas dans le coffre-fort, mais à proximité, idéalement sur le loquet du coffre-fort ou juste en dessous du clavier. Laissez-moi m'occuper du reste. Apparemment, lorsque mon père entrera le code, ce petit appareil captera le signal. » Je tenais dans ma main ce petit bout de métal froid. Ce n'était pas la clé de ma vengeance. C'était ma guillotine. Si je me faisais prendre, je n'aurais même pas besoin de signer. À ce stade, tout le monde devrait s'arrêter et réfléchir. Avez-vous déjà pris un tel risque dans votre vie? Un moment où la seule chose que vous aviez dans les mains était un petit espoir donné par un allié sans même savoir comment cela fonctionnait? Et un moment où vous deviez placer cet espoir dans l'endroit le plus dangereux, dans l'antre d'un monstre? Ce sont ces moments-là qui révèlent qui vous êtes vraiment. Demain à midi, ils allaient découvrir qui j'étais. Ce jour-là, pour la première fois depuis 3 ans, j'ai touché de la farine, du beurre et du sucre. J'ai sorti mon petit ustensile à crème brûlée, que j'avais caché derrière un sac de pommes de terre dans la cave, ainsi qu'un peu de vanille de bonne qualité. Avec les jaunes d'œufs que j'avais volés dans la cuisine du personnel, j'ai préparé en secret la meilleure crème brûlée de ma vie. Une seule, pour une personne. Ce n'était pas pour lui, c'était pour moi. Ce serait mon bouclier, mon cheval de Troie. La couche de caramel qui la recouvrait était dure et brillante comme du verre, comme la preuve de ma volonté inébranlable. Il était 13h50. La cuisine était en pleine effervescence, dans le chaos de la dernière service du midi. Le chef criait en envoyant les dernières assiettes. Les serveurs empilaient les assiettes vides dans la cuisine. Et moi, dans ce chaos, j'étais une ombre. Je tenais dans ma main un petit plateau en argent avec cette crème brûlée pour une personne. Je portais mon tablier de plongeur sale qui sentait le poisson. Ce contraste faisait partie de mon plan. 13h58, j'ai pris le plateau dans ma main gauche. J'ai caché le petit appareil noir dans ma main droite, entre mes doigts. 13h59, je suis sortie de la cuisine. Le couloir, l'odeur du cigare, la porte de son bureau. Comme Isabelle l'avait dit, la porte était serrée à clé. Mon cœur... Non, il était toujours froid comme de la glace, mais l'acide dans mon estomac bouillonnait comme un volcan. Le timing était essentiel. À 14h pile, la serrure de la porte a tourné de l'intérieur. Le moment de faiblesse de M. Durand avait commencé. À l'intérieur, il avait ouvert son coffre-fort et comptait les recettes de la journée, cet argent sale. Je n'ai pas frappé à la porte. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai mis mon masque de souris brisée et j'ai lentement abaissé la poignée de la porte. J'ai entrouvert la porte. Il était à l'intérieur. Son dos gigantesque me tournait le dos. Il était adossé à la porte du coffre-fort en acier qui trônait sur son bureau. Je pouvais voir les lières de billets à l'intérieur et, oui, les dossiers étiquetés Savon de Marseille qui correspondaient au code dans le carnet de Luc. Au grincement de la porte, il s'est retourné comme un monstre. Son visage s'est crispé de rage, tel un dragon protégeant son coffre. « Toi !» rugit-il. Sa voix était si puissante qu'elle fit trembler les vitres. « De quel droit ?» C'était l'heure de jouer. Je reculai immédiatement d'un pas. Je me mis à trembler comme un enfant pris en flagrant délit. Je cachai ma main droite derrière mon dos avec l'appareil qu'elle tenait. « Monsieur, s'il vous plaît, je suis désolée !» je balbutiai. Je lui tendis le plateau de ma main gauche tremblante. Cette parfaite crème brûlée brillait sous la lumière.
Je voulais juste vous remercier, ai-je murmuré. Il s'arrêta. Sa colère fit place à une stupéfaction totale. Son regard se posa sur le bonbon qui tremblait dans ma main. Qu'est-ce qu'est-ce que tu racontes dit-il, encore d'une voix dure, mais sans rugir. Pour votre compréhension, dis-je en laissant mes larmes couler sur mes joues, la signature, le soir de la fête des Lumières, pour m'avoir libéré de cette dette, ce n'est qu'un petit remerciement. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai fait un gâteau. Il me regardait. Je pouvais lire sur son visage un mélange de dégoût et d'arrogance. À ses yeux, j'étais une créature si pitoyable et si misérable que j'étais assez stupide pour faire des gâteaux à mon bourreau. Il avait mordu à l'hameçon. Ah, ridicule, marmonna-t-il, mais il tendit la main vers la cuillère posée sur le plateau. La petite pâtissière Antoine n'est donc pas encore morte. Donne-moi ça. J'ai posé le plateau sur son bureau, à côté des piles de billets sales et des fausses factures. Alors qu'il prenait la cuillère et s'apprêtait à la plonger dans cette parfaite couche de caramel, je fis mon dernier move. Ah, je me suis écriée, en heurtant accidentellement une pile de dossiers posés sur le bord de la table. Les dossiers se répandirent sur le sol. Espèce d'imbécile maladroit, a-t-il crié. Mais sa voix ne trahissait plus de colère, seulement d'agacement. Sortez d'ici. Tout de suite, monsieur, je ramasse. C'était le moment. Je me suis baissée. Je me suis allongée sous la table, juste à côté de l'énorme coffre-fort en acier qui trônait sur son bureau. Je lui tournai le dos. Il était occupé à prendre la première cuillère de sa crème brûlée. Je sortis le petit appareil noir que je tenais dans ma main droite. Mes doigts, avec la délicatesse d'un pâtissier, trouvèrent le cadre métallique situé juste sous la charnière du coffre-fort. J'ai appuyé la surface adhésive de l'appareil contre lui. Cela n'a pris qu'1 seconde. J'ai rassemblé les dossiers. Je me suis levée. Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie, bon appétit. Il ne m'a même pas regardé. Il a agité la main. Dégage. Je reculai vers la porte, je l'ai recollée en fermant gentiment. Dès que je suis sortie dans le couloir, mes jambes gelées se sont décongelées. J'ai dû m'appuyer contre le mur. J'étais à bout de souffle. J'avais les mains moites. Mais j'avais réussi. J'avais laissé le piranha dans l'aquarium. Ce petit appareil noir se trouvait maintenant dans ce bureau, à côté du coffre-fort. Et chaque fois que M. Durand ouvrirait ou fermerait ce coffre-fort, chaque fois qu'il entrerait le code, l'avocat requin de Paris, maître Dubois, entendrait tout, capterait chaque signal. À cette étape, tout le monde a connu ce moment. Ce moment, tout ou rien. Peut-être un entretien d'embauche, peut-être une décision difficile, peut-être comme moi, entrer littéralement dans la tanne d'un monstre. Avez-vous déjà pris un risque en misant tout sur un seul instant, sur une seule seconde de courage? Si oui, comment avez-vous surmonté le choc qui a suivi? Partagez vos commentaires. Car j'ai dû surmonter ce choc. Je suis retournée à mes sacs de pommes de terre, dans la cave. Il restait encore 24 heures avant la fête des Lumières. Et maintenant, il ne nous restait plus qu'attendre. Les 24 heures qui ont suivi le moment où j'ai laissé ce petit appareil noir dans ce petit piranha dans la tanne du monstre ont été plus difficiles que mes 3 ans d'esclavage. La fête des Lumières avait commencé. Les rues de Lyon brillaient de 1000 feux grâce à des milliers de petites bougies alignées aux fenêtres et aux beaux jeux de lumière projetés sur les bâtiments. La ville s'était transformée en un monde magique. Et moi, sous cette magie, dans la cave du bouchon Durand, dans l'odeur d'oignon et l'humidité, je continuais de jouer le rôle le plus difficile de ma vie. Tout au long du service du midi, j'ai continué à jouer mon rôle de souris cassée et stupide. J'ai fait la vaisselle, nettoyé le sol et fait tout ce qu'on m'a demandé en silence pour la grande fête du soir. Monsieur Durand m'a vu quand il est descendu à la cuisine vers midi. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur s'arrêter pendant 1 seconde. Et s'il avait trouvé l'appareil? Et s'il savait tout? Mais il souriait. Il souriait arrogamment, sa bouche répugnante imprégnée de l'odorant du cigare. « Ah, petite souris, tu es toujours là? Tant mieux. La crème brûlée d'hier soir en n'était pas mauvaise. Au moins, tu sers à quelque chose. Tes desserts fonctionnent mieux que ton cerveau. » Quelques membres du staff ont gloussé. Je rougis, détournai les yeux, et murmurai « Merci, monsieur. » Je lui ai donné ce qu'il voulait voir. Et comme d'habitude, il est tombé dans le piège de son arrogance. « Ce soir, dit-il en baissant la voix, après le service, nous organiserons une petite fête pour nos amis marseillais. Ensuite, toi et moi, nous nous occuperons de cette petite paperasse, n'est-ce pas? Oui, monsieur, répondis-je en tremblant. Mon rôle était si convaincant que pendant un instant, j'ai moi-même eu la nausée. Avez-vous déjà eu à garder un secret aussi important et aussi dangereux? Un secret qui vous brûlait les mains rien qu'à l'idée de le garder pour vous-même? C'est ainsi que j'ai passé ces 24 heures. Chaque respiration, chaque mouvement était en mensonge. Et à quelques heures seulement du soir, je n'avais aucune idée si mon plan allait fonctionner ou non. Il était 7 heures. Le restaurant était bondé, rempli de la foule venue assister au festival. Le bruit montait jusqu'à la cuisine. Et au milieu de ce chaos,
Isabelle s'est glissée comme une ombre par la porte arrière du personnel. Je l'ai entraînée près des sacs de pommes de terre, dans ce coin humide du sous-sol. Son visage était pâle, mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux brûlaient d'intensité. Alors, murmurai-je le souffle coupé, Dubois, l'avocat. Isabelle sortit un téléphone de la poche intérieure de sa veste en cuir et me tendit un écouteur. Maître Dubois, dit-elle. Manon t'appelle l'artiste. Ton numéro de crème brûlée, c'était un coup de génie. Que s'est-il passé? L'appareil? L'appareil a tout fait, dit Isabelle, la voix tremblante d'excitation. C'est idiot, ce vieux cochon. Tu as installé l'appareil quand il est arrivé à son bureau à 2 heures. À 3 heures, il a passé un coup de fil aux Marseillais. Et à 5 heures, alors qu'il encaissait l'argent du service du soir, il a ouvert la caisse. Vous avez obtenu le code? Isabelle sourit. Pas seulement le code, Manon. Nous avons tout obtenu. En écoutant l'enregistrement de l'appareil, Dubois a entendu mon père dire à l'homme de Marseille au téléphone « Ne vous inquiétez pas, le dernier lot codé Savon de Marseille arrive ce soir, et venez signer le contrat ce soir. Demain matin, les actions de luxe seront à moi, et l'argent sera sur votre compte. » Mon Dieu, dis-je en m'agrippant au sac. Il y a plus, dit Isabelle, d'une voix désormais grave. Dubois, à l'aide de cet enregistrement et des codes trouvés dans le carnet de Luc, a fait quelque chose. Il a appelé ses amis à Paris. Il a fait vérifier les relevés bancaires et les virements internationaux. Manon, prépare-toi. Je l'ai regardé. Luc, dit-elle. Ton mari? Dubois est presque certain qu'il n'est pas mort. À ce moment-là, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 3 ans. Écoute, dit Isabelle, en me tenant par les épaules. Dubois a découvert que Luc utilisait son père non seulement pour blanchir de l'argent sale, mais aussi pour escroquer l'organisation marseillaise. Luc s'en est rendu compte. Il a commencé à rassembler des preuves pour arrêter son père. Mais quand il est parti en Asie, il a compris que non seulement son père, mais aussi l'organisation marseillaise était à ses trousses. Alors, il s'est enfui? Pas exactement. Dubois pense que Luc s'est rendu à Interpol en Asie. Luc, Manon, ton mari est peut-être dans le programme de protection des témoins depuis 3 ans. Il attendait la chute de son père et de tout le réseau marseillais. Il était engagé dans une guerre dont nous ne savions rien. Des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes provoquées par la rupture soudaine d'une glace de 3 ans. Il était vivant. Il ne m'avait pas abandonné. Il s'était battu. Que faisons-nous maintenant? Murmurai-je. Isabelle m'a tendu un petit stylo métallique brillant. Maintenant, dit-elle, le plan a changé. Ce n'est plus une question de vengeance. C'est une opération de sauvetage. Maître Dubois ne fait pas confiance à la police lyonnaise. Il a fait venir sa propre équipe, le service des crimes financiers de Paris. Ils sont actuellement dans cette ville, se faisant passer pour des touristes. Et la signature? La signature, c'est la clé de tout, répondit Isabelle. Ce soir, tu iras à ce bureau, Manon. Tu joueras le rôle de la souris blessée jusqu'au bout. Monsieur Durand et son avocat seront là. Les Marseillais seront là. Et tu signeras. Mais Dubois n'avait-il pas dit de ne pas signer? Le plan a changé. Ce n'est pas un stylo normal. Isabelle montra le petit bouton à l'arrière du stylo. C'est un enregistreur audio de la plus haute qualité. Dubois a besoin d'une dernière chose pour faire emprisonner mon père. Une confession dans laquelle il avoue t'avoir forcé à signer. Tu dois le faire parler, Manon. Tu dois lui faire avouer comment il a volé l'héritage de Luc et comment il t'a menacé. Et la police? Dès que tu auras signé, dit Isabelle dont je voyais le feu dans les yeux, ce stylo enverra un signal à l'équipe à Paris. Ils frapperont à la porte. La fête des Lumières, ce n'est pas une fête pour mon père, Manon. Ce soir, les lumières s'éteignent pour lui. Je serrai le métal froid, ce stylo, dans ma main. À votre avis, que devais-je ressentir à ce moment-là? Apprendre que votre mari, que vous croyez mort depuis 3 ans, était vivant, mais loin de vous, menant une autre bataille. Et le même soir, marcher dans un piège mortel pour éliminer l'homme qui vous avait réduite en esclave. Ne me demandez pas comment j'ai pu rester calme à ce moment-là. Parce que je n'étais pas calme. J'étais un pâtissier qui s'apprêtait à enfourner le pâté en croûte le plus important de ma vie, et la pâte était à la température idéale. Il était presque minuit. La fête des Lumières battait son plein. Au-dessus de Vieux-Lyon, la basilique de la colline de Fourvière était baignée de milliers de lumières, tandis que la Saône reflétait les flammes vacillantes des petites bougies alignées dans les fenêtres. Dehors, dans les rues, régnait une ambiance de fête, de magie et de joie. À l'intérieur, au Bouchon-Durand, la fête était plus différente. La salle principale du restaurant était déjà fermée aux clients habituels. Il ne restait plus que les amis marseillais de M. Durand.
La fumée de cigares se mêlait à l'odeur d'armagnac coûteux et aux rires loyaux. Ils célébraient leur victoire au cœur d'un des plus anciens bouchons de Lyon. Et moi, j'attendais qu'on m'appelle depuis ce coin humide et froid du sous-sol. À 23h50, le chef cuisinier, cet homme qui me détestait, m'appela depuis les escaliers du sous-sol. Il avait une expression étrange sur le visage, un mélange de pitié et de dégoût. Manon, le patron t'appelle dans son bureau. Et habille-toi proprement. Des vêtements propres. Je retirais mon tablier de dive sale. En dessous, je portais la robe grisâtre que je portais depuis 3 ans. Je n'avais rien d'autre. Cela leur donnerait la dernière image pitoyable qu'ils voulaient voir. Je serrais dans ma poche le petit métal froid, le stylo qu'Isabelle m'avait donné. C'était mon seul arme, mon seul bouclier. En montant les escaliers, mon cœur ne battait pas. Non, il était toujours gelé. Mais mon estomac, ce n'était pas de la nausée, c'était de l'adrénaline pure et crude. C'était la dernière seconde où un pâtissier attend pour voir si le soufflé parfait qu'il vient de sortir du four va s'affaisser ou non. En traversant le salon principal, les Marseillais m'ont dévisagé. Certains ont ri. Pour eux, j'étais le divertissement du patron, la petite souris brisée qui serait renvoyée à la fin de la soirée. Je ne les ai pas regardés. Je traversai le couloir qui sentait le cigare et arrivai à la porte du bureau. La porte était entr'ouverte. J'ai frappé à la porte. « Entrez !» regint un veau d'une intérieur. Je suis entré. Et à ce moment-là, j'ai vu que tous les éléments du piège étaient en place. La rue m'était recouverte d'un nuage de fumée de cigares. Monsieur Durand s'asseyait à son bureau tel qu'un roi. À ses côtés, avec un sourire sournois, se tenait Maître Bernard, l'avocat de la famille Durand. Et dans un coin de la pièce, dans un fauteuil en cuir, était assis un homme au visage bafré, élégamment vêtu, que je supposais être le chef des Marseillais. « Ah, petite souris !» dit Monsieur Durand en prenant une gorgée de vin. « Notre belle-fille nous fait l'honneur de sa présence. Tu es magnifique, telle une reine. » L'avocat glossit. C'était l'heure de mon jeu. Je me mis à trembler. Je détournai les yeux. Je joignis mes mains devant moi. « Monsieur, vous m'avez appelé » murmurai-je. « Oui, oui, » répondit Durand. « Une petite formalité, n'est-ce pas, maître Bernard ?» L'avocat poussa vers moi la pile de papier épais qui se trouvait sur la table. « La renonciation officielle, madame Durand, que vous cédez toutes les parts, les biens et les dettes de votre mari, Luc Durand, à son père, monsieur Durand. » Quand ce moment arrive, on se demande ce qu'on va ressentir. De la colère, de la peur, mais moi je ne ressentais qu'une clos de lucidité. « Mais les dettes » balbétis-je pour la dernière partie du plan. « Ah, les dettes » rit Durand. « Les dettes colossales que ton idiot de fils t'a laissées. Mais je suis un homme bien, n'est-ce pas? Si tu signes ce papier, je prendrai ces dettes à ma charge. Je te libérerai. Tu seras libre de mener une petite vie misérable. Loin de Lyon, bien sûr. » Je levai les yeux. « Vous menacez ?» Le visage de Durand se durcit. Il se pencha vers la table. L'homme marseillais dans le coin s'était également penché en avant et nous observait. « Une menace ?» siffla Durand. « Je te donne le choix, petite. Soit tu signes ce papier, soit... Le fleuve à Lyon est très froid dans cette saison. Et les histoires des maris disparus sont vite oubliées, tout comme celles des maris disparus. » Voilà. C'était l'aveu que Dubois devait entendre. « J'ai compris, » dis-je en laissant ma voix trembler. « Parfait, » dit l'avocat avec une politesse feintée. « Alors, je vous en prie. Le stylo est là. » Il y avait un stylo à plumes décoré sur la table. Je ne l'ai pas touché. Je plongeai lentement la main dans ma poche. J'en sortis ce petit stylo métallique brillant. Les yeux de M. Durand se sont posés un instant sur ce stylo. Il se demandait probablement comment un plongeur comme moi pouvait posséder un stylo d'une telle qualité. Mais il a ensuite haussé les épaules. Son arrogance avait pris le dessus sur sa curiosité. « Qu'attendez-vous » m'a-t-il demandé. À ce moment-là, que pensez-vous que j'avais en tête? Quel a été le moment le plus choquant de votre vie? Cette seconde où tout a basculé, où vous vous êtes dit tout ou rien? Pour moi, c'était ce moment-là. J'ai retiré le capuchon du stylo. Je savais que j'avais appuyé sur le petit bouton à l'arrière du stylo. Comme l'avait dit Isabelle, dès que tu auras signé, le signal sera envoyé. Ma main s'est posée sur l'espace vide du papier, avec la délicatesse d'un pâtissier pressant sa poche à douille. Manon Durand. J'ai écrit mon nom sur ce papier répugnant,
en regardant cet homme répugnant dans les yeux. Une seconde s'écoula. Monsieur Durand a saisi le papier devant moi comme un chacal. Il a regardé la signature. Puis il a éclaté d'un rire qui a fait trembler Lyon. « C'est fait !» s'écria-t-il. Il se tourna vers l'avocat. « C'est fait, tout est à moi !» L'homme de Marseille, assis dans le coin, s'est levé et a levé son verre. « À Durand et à notre nouvelle association !» La pièce était remplie d'ivresse victorieuse. Durand se tourna vers moi. Son visage n'exprimait plus aucune arrogance, seulement un dégoût pur et simple. « Maintenant, petite souris, va-t'en. C'est la dernière fois que tu sortes de mon restaurant. » Je ne bougeais pas. Je le regardais. Et je froissais lentement, comme un mouchoir en papier, le masque de souris brisé et stupide que je portais depuis 3 ans. J'ai souri. « Vous avez dit que c'était fini, monsieur ?» ai-je demandé. Ma voix n'était plus un murmure, mais le son d'un acier glacial. Le sourire de Durand s'est figé. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Et à ce moment précis, un bruit couvrant celui de la fête des Lumières à l'extérieur se fit entendre. Le bruit de bottes dans le couloir. Des cris. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, comme si elle avait été enfoncée à coups de bélier. Ce ne sont pas les policiers lyonnais qui firent irruption, mais l'équipe des crimes financiers venus de Paris, vêtus de vestes noires, casqués et armés. « Police nationale, que personne ne bouge, à terre !» L'homme de Marseille a saisi son arme, mais il était trop tard. En 2 secondes, il était à terre, face contre terre. Monsieur Durand était resté figé à son bureau. Son visage était blanc comme un linge. « Que signifie tout cela ?» s'écria l'avocat. « Mon client ?» « Votre client, dit l'homme en costume à l'air sévère qui venait d'entrer, est arrêté pour blanchiment d'argent, complicité avec une organisation criminelle et tentative de meurtre. » Durand ne pouvait plus respirer. Ses yeux étaient rivés sur moi. « Vous. Petit serpent. »« Pâtissier, monsieur. Je ne suis qu'un pâtissier. » L'équipe avait envahi la pièce. Mais derrière Dubois, quelqu'un d'autre se tenait sur le seuil de la porte. Il ne portait pas de gilet de police. Son visage était plus maigre, ses cheveux avaient poussé, il avait une barbe. Mais ses yeux. Je reconnaîtrais ses yeux partout. Mon mari, Luc, que je croyais mort depuis 3 ans, me regardait. L'expression de ses yeux fit fondre le dernier morceau de glace qui restait en moi. « Bonjour, papa, » dit Luc, d'une voix fatiguée mais claire après 3 ans d'exil. À ce moment-là, dans ce bureau, le temps s'est arrêté. Le joyeux brouhaha de la fête des Lumières à l'extérieur n'était qu'un écho lointain et insignifiant. Le chaos à l'intérieur du bureau ressemblait à un film muet. Les cris des policiers en veste noire venus de Paris, les insultes de cet homme marqué de cicatrices originaire de Marseille allongé sur le sol, les cris de Maître Bernard, l'avocat de sa famille. « C'est une erreur, les droits de mon client !» « Votre client, dit l'homme en costume à l'air sévère qui venait d'entrer, est arrêté pour blanchiment d'argent, complicité avec une organisation criminelle et tentative de meurtre. » Durand ne pouvait plus respirer. Ses yeux étaient rivés sur moi. « Vous. Petit serpent. »« Pâtissier, monsieur. Je ne suis qu'un pâtissier. » Elle avait envahi la pièce. Mais derrière Dubois, quelqu'un d'autre se tenait sur le seuil de la porte. Il ne portait pas de gilet de police. Son visage était plus maigre, ses cheveux avaient poussé, il avait une barbe, mais ses yeux. Je reconnaîtrais ses yeux partout. Mon mari, Luc, que je croyais mort depuis 3 ans, me regardait. L'expression de ses yeux fit fondre le dernier morceau de glace qui restait en moi. « Bonjour, papa, » dit Luc, d'une voix fatiguée mais claire après 3 ans d'exil. À ce moment-là, dans ce bureau, le temps s'est arrêté. Le joyeux brouhaha de la fête des Lumières à l'extérieur n'était qu'un écho lointain et insignifiant. Le chaos à l'intérieur du bureau ressemblait à un film muet.
Les cris des policiers en veste noire venus de Paris. Les insultes de cet homme marqué de cicatrices originaire de Marseille, allongé sur le sol. Les cris de Maître Bernard, l'avocat de sa famille. C'est une erreur, les droits de mon client. Votre client, dit l'homme en costume à l'air sévère qui venait d'entrer, est arrêté pour blanchiment d'argent, complicité avec une organisation criminelle et tentative de meurtre. Durand ne pouvait plus respirer. Ses yeux étaient rivés sur moi. Vous. Vous. Petit serpent. Pâtissier, monsieur. Je ne suis qu'un pâtissier. Elle avait envahi la pièce. Mais derrière Dubois, quelqu'un d'autre se tenait sur le seuil de la porte. Il ne portait pas de gilet de police. Son visage était plus maigre, ses cheveux avaient poussé, il avait une barbe. Mais ses yeux. Je reconnaîtrais ses yeux partout. Mon mari, Luc, que je croyais mort depuis 3 ans, me regardait. L'expression de ses yeux fit fondre le dernier morceau de glace qui restait en moi. « Bonjour, papa », dit Luc, d'une voix fatiguée mais claire après 3 ans d'exil. À ce moment-là, dans ce bureau, le temps s'est arrêté. Le joyeux brouhaha de la fête des Lumières à l'extérieur n'était qu'un écho lointain et insignifiant. Le chaos à l'intérieur du bureau ressemblait à un film muet. Les cris des policiers en veste noire venus de Paris, les insultes de cet homme marqué de cicatrices originaire de Marseille allongé sur le sol, les cris de Maître Bernard, l'avocat de sa famille. C'est une erreur, les droits de mon client. Votre client, dit l'homme en costume à l'air sévère qui venait d'entrer, est arrêté pour blanchiment d'argent, complicité avec une organisation criminelle et tentative de meurtre. Durand ne pouvait plus respirer. Ses yeux étaient rivés sur moi. Vous. Vous. Petit serpent. Pâtissier, monsieur. Je ne suis qu'un pâtissier. Elle avait envahi la pièce. Mais derrière Dubois, quelqu'un d'autre se tenait sur le seuil de la porte. Il ne portait pas de gilet de police. Son visage était plus maigre, ses cheveux avaient poussé, il avait une barbe. Mais ses yeux. Je reconnaîtrais ses yeux partout. Mon mari, Luc, que je croyais mort depuis 3 ans, me regardait. L'expression de ses yeux fit fondre le dernier morceau de glace qui restait en moi. « Bonjour, papa », dit Luc, d'une voix fatiguée mais claire après 3 ans d'exil. À ce moment-là, dans ce bureau, le temps s'est arrêté. Le joyeux brouhaha de la fête des Lumières à l'extérieur n'était qu'un écho lointain et insignifiant. Le chaos à l'intérieur du bureau ressemblait à un film muet. Les cris des policiers en veste noire venus de Paris, les insultes de cet homme marqué de cicatrices originaire de Marseille allongé sur le sol, les cris de Maître Bernard, l'avocat de sa famille. C'est une erreur, les droits de mon client. Votre client, dit l'homme en costume à l'air sévère qui venait d'entrer, est arrêté pour blanchiment d'argent, complicité avec une organisation criminelle et tentative de meurtre. Durand ne pouvait plus respirer. Ses yeux étaient rivés sur moi. Vous. Vous. Petit serpent. Pâtissier, monsieur. Je ne suis qu'un pâtissier. Elle avait envahi la pièce. Mais derrière Dubois, quelqu'un d'autre se tenait sur le seuil de la porte. Il ne portait pas de gilet de police. Son visage était plus maigre, ses cheveux avaient poussé, il avait une barbe. Mais ses yeux. Je reconnaîtrais ses yeux partout. Mon mari, Luc, que je croyais mort depuis 3 ans, me regardait. L'expression de ses yeux fit fondre le dernier morceau de glace qui restait en moi. « Bonjour, papa », dit Luc, d'une voix fatiguée mais claire après 3 ans d'exil. À ce moment-là, dans ce bureau, le temps s'est arrêté. Le joyeux brouhaha de la fête des Lumières à l'extérieur n'était qu'un écho lointain et insignifiant. Le chaos à l'intérieur du bureau ressemblait à un film muet. Pendant qu'il était en guerre, moi, j'étais esclave dans les décombres de cette guerre. Le savait-il? Savait-il la souffrance que j'avais endurée, l'humiliation que j'avais subie? Ses yeux ont enfin croisé les miens.
À cet instant, tout le monde dans la pièce a disparu. Ni les menottes, ni les policiers, ni son père. Juste lui et moi. L'expression dans ses yeux, était-ce du regret? De la victoire? 3 années de vide s'étendaient entre nous comme un océan. Manon, murmura-t-il. Je ne pouvais plus bouger, je ne savais pas quoi ressentir. De la joie? De la colère? Trahissais-je les 3 années de deuil que j'avais observées? Isabelle, qui avait fait irruption dans la pièce à ma place, répondit à ma place. Tu es en retard, mon frère, dit-elle en se faufilant entre les policiers, dans sa veste en cuir noir. Elle tenait dans sa main le petit carnet noir codé de Luc. Elle le tendit à Maître Dubois, l'avocat requin, en costume. Et ceci, dit Maître Dubois, dont la voix était la seule claire et froide dans la pièce, est le sceau de l'opération. Il s'approcha de la table. Il prit la décharge que M. Durand venait de brandir triomphalement, le papier que j'avais signé. Et ceci, dit-il en brandissant le papier, est une signature obtenue sous la menace et le chantage, exactement comme nous venons de l'enregistrer. Maître Bernard, l'avocat de Durand, s'effondra à ce moment-là. Je ne savais pas, je voulais seulement... Vous serez également jugé pour complicité, maître, dit Dubois d'un ton glacial. Puis il se tourna vers moi. Dans ses yeux froids d'avocat, j'ai aperçu un instant une expression d'admiration digne d'un pâtissier. Ce stylo que vous tenez, Madame Durand, il a envoyé le signal au moment idéal. Cette signature, c'était leur fin. À cet instant, je sentis le poids du stylo dans ma poche, mon arme, ma guillotine. Pâtissier, dis-je, sans savoir à qui je répondais. Juste un pâtissier. Alors que les policiers menottaient M. Durand, j'ai vu cet homme imposant rapetissir. Son arrogance, sa puissance, ses rugissements, tout s'était éteint comme les lumières de la fête des Lumières. Alors qu'il l'emmenait dans le couloir, le personnel de cuisine, les serveurs, même ceux de ses amis qui venaient de lever leur verre à sa santé, tous le regardaient. C'était pire qu'une peine de prison. C'était la destitution du roi du bouchon Durand sur sa propre scène, devant son propre public. C'était la destruction totale de ce méchant idiot de l'analyse. La salle se vidait. Les policiers emmenèrent les Marseillais et l'avocat de Durand. Il ne restait plus que nous 4. Moi, Luc, Isabelle et Maître Dubois. « Bon, dit Isabelle, rompant le silence pesant qui régnait dans la pièce. « Que faisons-nous maintenant? Qui reprend le restaurant ?» Luc me regardait toujours. Il ne savait pas comment traverser l'océan qui nous séparait depuis 3 ans. « Manon, répéta-t-il, d'une voix désormais brisée. Je devais te protéger. Si je leur avais dit que j'acceptais de protéger les témoins, ils t'auraient utilisé. Ils t'auraient tué. Je pensais que tu étais en sécurité. » « En sécurité ?» murmurai-je. Pour la première fois cette nuit-là, la glace dans ma voix se fissura sous l'effet de la colère. « J'ai passé 3 ans dans la cave de cet homme, Luc. 3 ans. Où étais-tu ? » « Je te surveillais, répondit-il d'une voix si faible que j'ai dû me pencher pour l'entendre. Pour te protéger. Pour empêcher mon père de t'utiliser comme un pion, je devais rester loin de toi. Quand je suis allée à Interpol, ils m'ont donné le choix. Soit je disparaissais, je rassemblais des preuves et nous démantelions le réseau, soit je t'entraînais dans cet enfer. Mon père avait une dette à Marseille, et pour la rembourser, il allait te prendre en otage avec mes parts. S'il avait su que j'étais en vie, Manon ne t'aurait pas laissé vivre une seconde de plus. Tu crois qu'il m'a laissé vivre en me l'encadrant dans cette cave, Luc ? Ce n'est pas une question juste, je le savais, elle le savait aussi. Non, dit-il en détournant les yeux. J'ai juste compté sur toi pour jouer le rôle de la petite souris idiote. J'ai compté sur toi pour être pâtissière, Manon. J'ai compté sur toi pour être patiente, intelligente et pour tout noter. J'ai compté sur toi pour trouver ce carnet. À ce moment-là, un pont fragile et mince est apparu au-dessus de l'océan qui nous séparait depuis 3 ans. Il avait fait confiance à mon intelligence, pas à mon idiotie. Il était le seul à savoir que je pouvais utiliser le rôle de la petite souris brisée comme un bouclier. Était-ce un pardon ? Non. Il n'était pas si facile de pardonner 3 années d'humiliation. Mais c'était un début. Et maintenant, il est temps de vous raconter ce qui s'est passé après cette nuit-là. Ce que l'on appelle dans les analyses le rapport karma. 1 an après. Lyon. Mais ce n'est plus cette cave brumeuse qui sentait le cigare. Je me trouve maintenant devant le même magasin. Mais il ne s'appelle plus le Bouchon Durand. L'enseigne rouge et dense a été retirée. À sa place, il y a maintenant un auvent bleu clair et lumineux. On peut y lire en lettres dorées « Le rêve de Manon ». Ce n'est plus un bouchon, il n'y a plus d'odeur d'andouillette ou de graton gras à l'intérieur. C'est la pâtisserie-boulangerie la plus connue de Lyon. L'intérieur sent la vanille,
le pain chaud et le chocolat fondu. Les murs ne sont plus jaune cigare, mais blanc crème. Moi, je ne porte plus cette dresse sale et grise. Je porte une veste de chef blanche et impeccable. Et oui, mes mains. Mes mains sont à nouveau couvertes de farine. Entre mes ongles, il n'y a pas de graisse, mais des morceaux de chocolat. Le rêve de Manon, mon empire. J'ai utilisé ces actions, j'ai rasé cette boutique souillée par cet argent sale et je l'ai reconstruite selon mon propre rêve. Et les autres? Comment s'est déroulée la chute des méchants? Ah, cette partie était encore plus savoureuse que le plus délicieux des macarons. Monsieur Durand, cette nuit-là, la conversation menaçante que nous avons enregistrée avec mon petit stylo métallique a sonné son glas. Maître Dubois a combiné cet enregistrement avec les preuves que recueillit Luc depuis 3 ans auprès de l'Interpol. Il a été jugé non seulement pour blanchiment d'argent, mais aussi pour incitation au meurtre et chantage. Cet roi arrogant, il a été condamné à 20 ans de prison, non pas à Lyon, mais à la prison des Baumettes à Marseille, parmi ses amis. Il a été enfoui sous les décombres de son propre empire. L'organisation marseillaise, le raid de cette nuit-là n'était que le début de la plus grande opération menée par la brigade financière parisienne. Le réseau, baptisé Savon de Marseille, a été complètement démantelé. Maître Bernard, cet homme sournois, a été radié du barreau et condamné à 3 ans de prison pour complicité. Apparemment, cette petite formalité lui a coûté sa carrière. Isabelle, le mouton noir de la famille, il est maintenant mon associé. Il s'occupe de la façade, de la caisse, de toutes ces fastidieuses affaires financières avec cet avocat requin de Dubois. Le voir derrière son comptoir en marbre, vêtu de sa veste en cuir noir, en train de vendre des croissants, nous fait encore rire tous les deux. Il était l'esprit rebelle dont cette famille avait besoin. Et Luc, mon mari, l'homme perdu, il est là maintenant, mais pas comme le patron. Il est le chef boulanger du rêve de Manon. Il se lève tous les matins avant moi, prépare l'énorme four à pain et pétrit la dot au levain. Le pardonner? Non. Ce mot est trop simple pour décrire ce que nous avons vécu. J'ai compris. Et lui aussi a compris ce que j'étais devenue. Nous n'avons pas traversé à la nage l'océan qui nous séparait depuis 3 ans. Cet océan s'est asséché. Et sur cette terre asséchée, avec de la farine, de l'eau et du feu, nous avons construit un nouveau monde. Je n'étais plus son petit pâtissier. Il n'était plus mon sauveur. Nous étions 2 partenaires égaux, sortis indemnes de cet enfer. Et j'ai une dernière question à vous poser. Mon histoire s'arrête ici. Je suis Manon, celle qui a joué le rôle de la petite souris stupide, qui est entrée dans l'antre du monstre, qui a planifié chaque étape avec un sang-froid glacial. Pensez-vous que j'ai bien fait de pardonner à Luc, de lui donner une seconde chance dans cette cuisine? Ou bien, si vous étiez à ma place, l'auriez-vous fait payer le prix de ces 3 années d'humiliation? L'auriez-vous rayé de votre vie pour toujours? L'amour peut-il reconstruire après une telle trahison? Ou bien, ai-je simplement fait preuve de tolérance envers quelqu'un qui sait bien faire le pain? J'aimerais vraiment connaître votre avis dans les commentaires. J'attends vos réponses avec impatience.